ben, vous remarquez que nous sommes deux, donc nous allons parler au nous, ce qui est rare dans une conférence. Et donc, on va s'échanger la parole. Je parlerai d'abord, ma collègue Sophie ensuite, et je conclurai. Il y a une structure assez simple que vous remarquerez peut-être dans notre communication. On va d'abord parler de l'impuissance comme motif dans les représentations, et puis ensuite l'impuissance comme mobile, où là on va se déplacer plutôt du côté de la sociologie et la question de la place de l'Éris dans le champ littéraire. Alors, je m'y mets. Auteur d'une œuvre autobiographique au long cours mue par le motif de la confession, dont la singularité est garante et qui a fait sa renommée, Michel Leiris disait pourtant ne pas considérer l'écriture littéraire autrement que comme un hobby. Alors, c'est son propre mot. Et bien sûr, c'est un peu sarcastique, mais Leiris était aussi ethnologue de fonction. Cela ne l'a pas empêché de développer avec elle, la littérature, un rapport intime intense, à travers lequel il a moins cherché à se transformer qu'à se justifier d'être celui qu'il est, qu'il a été, un impuissant. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Dans L'Âge d'homme, il écrit « Sexuellement, je ne suis pas, je crois, un anormal, simplement un homme plutôt froid, mais j'ai depuis longtemps tendance à me tenir pour quasi impuissant. » Et ensuite, il explique que pour lui, l'acte d'amour requiert des efforts qui vont bien au-delà de ses activités, ses dispositions moyennes. Alors, on sait la haine de soi qu'a exprimé Michel Leiris dans son œuvre autobiographique. Dans L'Âge d'homme, publié en 1939 mais terminé d'écrire dès 1935, alors que Leiris, âgé de 34 ans, met un terme à une psychanalyse amorcée en 1929 qu'il considère comme un échec. Leiris, donc, dans L'Âge d'homme, confesse avoir honte de l'image que projette son corps à ses yeux disproportionnés, ses épaules trop étroites, son dos voûté et son manque de muscles qui font qu'il se trouve d'une laideur humiliante. On sait également que Leiris a rejoint la mission ethnographique Dakar-Djibouti, qui de 31 à 33 traverse le continent noir d'ouest en est. Il l'a rejoint donc dans l'espoir de se guérir d'une mélancolie persistante et surtout de cet atroce sentiment d'impuissance, tant génitale qu'intellectuelle. À cette époque, Leiris est fasciné par l'énergie du jazz noir américain qui contraste avec la morosité culturelle française d'alors. Et il appréhende donc le continent africain avec un fantasme mélangé d'Éden et de sang vif qu'il envie. Il contribue à l'époque à la revue Document, aux côtés de Bataille, où les deux développent un discours sur la fatigue intellectuelle, physique et morale européenne de l'entre-deux-guerres. Dans L'Afrique fantôme, Leiris dresse plusieurs portraits que vous décrira ma collègue, qui correspondent à des standards de masculinité classiques. Force, puissance, courage, autorité. Il décrit l'allure et le comportement d'indigènes noirs, certes, mais aussi de certains marchands, chasseurs, baroudeurs et administrateurs coloniaux plutôt brutaux. Ces portraits le montrent par contraste vulnérable et peu adapté au contexte aventureux de l'expédition. En 1950, dans sa préface à la réédition du journal de mission, Leiris s'excuse de ce qu'on puisse lui trouver des airs d'enfant gâté ou une nervosité de femmelette. Alors, l'impuissance qui le taraude et qui, vers le milieu de la vingtaine, lui impose une chasteté non souhaitée, Leiris l'impute à un manque de courage, ainsi que ce passage de L'Âge d'homme le laisse clairement comprendre. Je cite, « J'étais écrasé de honte à l'idée des aventures manquées à cause de ma timidité. » Alors si L'Âge d'homme coïncide pour l'auteur, et pas le titre de l'ouvrage, mais le concept d'Âge d'homme, coïncide pour l'auteur avec la confirmation de sa vocation d'écrivain, sans doute faut-il chercher dans son projet littéraire l'affirmation d'une virilité qui fasse de lui un homme. C'est en tout cas l'hypothèse qui motive notre recherche. Leiris conçoit avoir atteint l'âge d'homme lorsque, libéré du service militaire obligatoire, l'oisiveté qui caractérise l'enfance ne lui paraît plus autorisée. Il choisit alors de se faire poète. L'extrait suivant, qui est tiré de L'Âge d'homme, en atteste. Quelques mois après, j'étais libéré du service militaire avec presque autant de tristesse que de joie, car je sentais que, maintenant que j'avais atteint l'âge d'homme et que passé était le temps où je pouvais
impunément ne rien faire. J'obéis à ma vocation, décidée à consacrer toute mon activité à la littérature. Or, à la même époque, Léris, qui place la poésie au-dessus de tout, en fait volontiers un absolu et une mystique, raconte qu'il était, je cite, chaste, considérant qu'il n'était pas même question qu'un authentique amour pût se réaliser. Il précise toutefois savoir que, je cite encore, sa chasteté était bien plus l'effet d'une incurable déficience que de sa volonté. En même temps qu'il la justifie, cette chasteté, par une infirmité génitale. On a parlé des testicules ce matin, Olivia Gazalet nous en a parlé. Donc, Michel Léris avait un problème, on va dire, d'équipement. Donc, je cite, « Une autre cause plus matérielle était à la base de ce sentiment d'impuissance et me rendait à peu près impossible toute relation sexuelle avec des femmes. C'était une infirmité bénigne qu'aucun soin jusqu'à présent n'est parvenu à tout à fait réduire. Un peu de gêne à l'un des testicules. » Et il ajoute, « J'étais humilié cependant par cette tare génitale comme au temps où, blessé à la tête et me croyant défiguré, je me disais, comment pourrais-je aimer? Il en résultait un malaise constant qui m'enfonçait encore plus dans mon sentiment de faiblesse et de lâcheté. » Alors, le rapport à la littérature de Léris est donc, dès l'origine, noué dans ce complexe où se mélangent trois choses. D'abord, l'idée qu'il se fait de ce que c'est que d'être un homme, d'où la nécessité de l'activité littéraire. Il faut sortir de l'enfance, il faut avoir une fonction. Ensuite, de sa volonté virile contrariée par sa honte d'être taré et la timidité envers les femmes qui en découle. Et enfin, 3, une haine de soi née de son impuissance qu'il cherche à résoudre dans l'écriture. À ce nouage ressortit le genre de prédilection de Léris, soit la confession. Il écrit « En même temps que la confession exerce sur mon esprit un attrait impérieux par son côté humiliant, joint à ce qu'elle comporte simultanément de scandaleux et d'exhibitionniste, je me conduis toujours comme une espèce de maudit que poursuit éternellement sa punition, qui en souffre mais qui ne souhaite rien tant que pousser à son comble cette malédiction, attitude dont j'ai longtemps tiré une joie aiguë, bien que sévère, l'érotisme étant nécessairement placé pour moi sous le signe du tourment, de l'ignominie et plus encore de la terreur, vraisemblablement mes plus violents facteurs d'excitation parce que eux seuls, en raison de ce qu'ils contiennent de pénible, m'autorisent à regarder ma dîme comme payée et me dispensent le droit de jouir librement, ayant supprimé en acquittant ma dette la stupide hantise du péché originel. » Alors, la démarche léricienne, qui émane, comme nous l'avons dit, de la volonté du jeune poète d'être un homme, peut être conçue comme une quête d'émancipation et le fruit d'un désir d'affirmation virile. En même temps, elle l'expose, lui, Léris, au regard d'autrui dans toute sa fragilité, sa faiblesse et son impuissance. Or, ce paradoxe qui traverse l'œuvre dans sa totalité, loin de se résorber dans une imposture, constitue, selon nous, le motif crucial de la posture octoriale léricienne. L'essai de la littérature considérée comme une tauromachie est éclairant à cet égard. Publié en 1946 en préface à la réédition à l'âge d'homme, on y trouve l'idée d'une démarche d'écriture impliquant pour l'écrivain, à l'instar du torero dans l'arène, une réelle prise de risque. Cette phrase est quand même devenue célèbre. Léris écrit « Mettre à nu certaines obsessions d'ordre sentimental ou sexuel, confesser publiquement certaines des déficiences ou des lâchetés qui lui font le plus honte, tel fut pour l'auteur le moyen d'introduire ne fût-ce que l'ombre d'une corne de taureau dans une œuvre littéraire. » Dans la suite de notre exposé, nous analyserons comment, dans l'Afrique fantôme, Michel Léris transcrit à la fois une perception de la masculinité des autres, les colons, les indigènes, les membres de l'équipe de la mission ethnographique, et une perception douloureuse et incertaine de sa propre masculinité. Et à partir de ce travail, la question de la virilité sera transposée sur le plan de l'engagement de l'écrivain au regard de sa vision tauromachique de la littérature. Alors, nous cherchons à répondre à la question suivante. Sa conception de l'engagement fait-elle de Léris un écrivain viril, en dépit de l'éthos qu'expriment ses représentations autobiographiques? À toi. Donc, dans cette partie, je vais parler de l'impuissance comme motif et donc des figures masculines dans l'Afrique fantôme. Michel Léris n'est plus un jeune homme quand il se joint à l'équipe de la mission ethnographique Dakar-Djibouti en tant que secrétaire archiviste.
Du point de vue de l'état civil, on peut même dire que Léris a atteint l'âge d'homme. Il a 30 ans, il est marié depuis 1926, c'est-à-dire depuis 5 ans. Cependant, il s'interroge encore et son œuvre, principalement autobiographique, montre qu'il n'a cessé toute sa vie de s'interroger sur ce que c'est que d'être un homme. À 30 ans, donc, Léris semble en fait douter de parvenir un jour à devenir un homme pour de bon, ou du moins à incarner ce que la société de son époque attend de lui en tant qu'homme achevé. Il part donc à la rencontre d'une Afrique rêvée en espérant au cours de ce voyage échapper à lui-même et qu'un contact, je cite, qu'un contact vrai avec les habitants fasse de lui un autre homme, plus ouvert et guéri de ses obsessions. La mission dure à peu près 2 ans, entre 1931 et 1933, et au retour, rapidement, Léris publie en 1934 son journal de mission qui s'avère bien plus qu'un compte-rendu ethnographique. En effet, l'Afrique fantôme. Dans l'Afrique fantôme, les notes de Léris prennent très rapidement une dimension autobiographique. Les entrées journalières qui décrivent les activités de la mission sont émaillées de réflexions personnelles et d'observations sur les membres de la mission, les scientifiques, sur les populations rencontrées, sur les colons et les représentants des autorités coloniales ou locales. Notre analyse porte donc sur la représentation de la masculinité dans l'Afrique fantôme et met en évidence 2 motifs clés, la masculinité héroïque et la masculinité virile. Au cœur de l'imaginaire social de la masculinité de l'époque, on trouve l'héroïsme qui s'appuie principalement sur la puissance physique et la force morale, et la virilité qui s'appuie sur la puissance sexuelle. On va développer ces 2 figures. La masculinité héroïque en premier. Donc, d'après Sylvain Vénère, qui a écrit un article intitulé « La belle époque de l'aventure » entre 1890 et 1920, et ça, c'est la période qui correspond à l'enfance de Léris, donc son passé, si on veut. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, les romans d'aventure exaltent les valeurs héroïques et le goût pour la prise de risque, les activités physiques, la vie au grand air et l'endurcissement du corps, le goût pour la simplicité de la vie. C'est seulement à partir du XXe siècle que la quête d'aventure pour elle-même et non pour un idéal supérieur, qui pourrait être un idéal guerrier ou religieux par exemple, devient valorisée. Alors l'aventurier devient une figure positive et l'aventure un moyen de l'accomplissement de soi, de la saisie de son propre destin et du dévoilement du sens du monde. Pendant l'entre-deux-guerres, l'identité masculine se construit essentiellement sur ces images d'aventuriers, de colons et aussi sur l'image du héros de guerre qui se trouve fortement remise en cause après la Première Guerre mondiale au retour d'hommes blessés, des gueules cassées. Et on trouve par exemple dans le texte d'Odile Rouanet sur la construction du masculin de la fin du XIXe siècle aux années 30, une indication donc sur l'effritement des idéaux anciens suite au retour du front des hommes blessés, vulnérables, en proie à des traumatismes physiques et psychologiques. Dans ce contexte, Michel Léris ne correspond en rien au stéréotype du héros ou de l'aventurier. Il ne dispose ni de la force physique, on a vu la description que Simon nous a montrée, ni du courage ou de la témérité nécessaire. Il n'aime pas monter à cheval, il sait à peine monter à cheval alors qu'il doit le faire dans le cadre de sa mission, il n'aime pas les armes, il n'est pas endurant. Dans son entrée de journal du 23 juin 1931, il décrit un épisode de chasse avec un chef de district nommé Dominique, qu'il compare avec le héros Caderousse, que certains connaissent peut-être. Il le décrit comme ce Dominique comme un sympathique type à mine de corsaire, qui lui fait penser à un personnage de roman d'aventure. Dominique, lui, il a toutes les caractéristiques de l'aventurier. Un ancien marin, sous-officier, chasseur, tatoué, gros, fort, rouge. Il vit avec une, je cite, jeune négresse et un fort penchant pour l'alcool. Léris dit encore d'autres Européens rencontrés sur le territoire qu'ils ont le type tueur ou desperados. Les indigènes rencontrés quant à eux sont souvent décrits en des termes laissant transparaître une admiration pour la beauté de leur corps et leur puissance physique. Par exemple, il décrit ainsi des villageois rencontrés à la frontière du Dahomey. Les hommes viennent d'abord. Ils sont magnifiques, presque complètement nus, ficelles relevant la verge, petits cache-sexe carrés ou mince peau de bête selon le cas, et très musclés. Plus loin, il décrit avec admiration l'allure splendide de ces informateurs, robustes et princiers. Contrairement donc aux aventuriers et aux indigènes qu'il rencontre lors de sa mission, Léris apparaît comme un anti-héros, effacé et faible physiquement. Il part en Afrique en espérant peut-être trouver des réponses à ses angoisses et aussi en chemin endurcir son corps malingre d'intellectuel. Le 16 novembre 1931, soit près de 6 mois après le départ de la mission, une entrée du journal de mission nous le présente déjà pris de doute
Partant en Afrique, j'espérais peut-être avoir enfin du cœur. J'ai plus de 30 ans, je vieillis et toujours cette intellectualité. Retournerai-je jamais à la fraîcheur ? Près d'1 an après le départ, il constate à quel point les travaux de la mission sont souvent répétitifs, bureaucratiques et éloignés de ses désirs d'aventure. Je cite « J'ai engraissé, j'éprouve une ignoble sensation de pléthore, moi qui comptais rentrer d'Afrique avec l'allure d'un de ces beaux corsaires ravagés. La vie que nous menons est on ne peut plus plate et bourgeoise, le travail pas essentiellement différent d'un travail d'usine, de cabinet ou de bureau. » Le deuxième motif dont je voulais parler, c'est la masculinité virile. On voit dans l'Afrique fantôme que Léris avoue à plusieurs reprises ne pas être très à l'aise avec la sexualité. Il met sa névrose sur le compte d'une angoisse de procréation, le conduisant à procéder volontairement à des coïts incomplets, inachevés. On voit que Léris ne veut pas devenir père. Ça, c'est quelque chose, c'est un motif important et récurrent dans ses textes. Ils se sent par ailleurs inférieurs à ses camarades d'aventure car au contraire des autres, ils ne profitent pas du voyage pour se créer des occasions de rencontres sexuelles. Il décrit par exemple les frasques de Mouchet, un de ses collègues de mission, qui semble avoir lui une collection d'aventures sexuelles ou sentimentales. Ainsi, le 19 janvier, on trouve 19 janvier 32, l'entrée suivante. Fugue de Mouchet. Avant-hier, une cousine de son ex-femme indigène est venue le voir. Parti hier soir dîner en ville, ce matin, il n'a pas reparu. Mouchet reparaît à la nuit. Il porte un oreiller et des couvertures sur le bras et s'excuse, alléguant d'une panne d'automobile. Ce soir, son lit est vide. Il y a bien des chances qu'il soit reparti. Et 10 jours plus tard, le 29 janvier 32, nous apprenons en arrivant que Mouchet, selon son expression, s'est fait scalper le Mohican par une copine de son ancienne femme indigène. La fellatrice en question avait, selon cette pipelette de Scheffner, c'est un autre membre de la mission, qui nous raconte l'histoire, refusé de s'exécuter 2 jours à cause du jeûne du Ramadan. Plus tard, alors que l'équipe se trouve en Éthiopie, Léris va tisser une relation particulière avec Emma Waish. Mais cette relation reste relativement chaste. Il avoue cependant dans une note de bas de page, c'est vraiment très très caché, très, très difficile à trouver, il avoue une caresse sur son entrecuisse humide, mais indique sa répugnance à coucher avec cette femme excisée qui n'aurait pas pu émouvoir, ce qui aurait fait de lui, je cite, un impuissant. Léris n'est pas le seul à tomber sous le charme de la fameuse Emma Waish. Quand son camarade Luten, un autre membre de la mission, lui dit qu'il a envie de coucher avec elle, Léris est surpris de la facilité avec laquelle ce dernier semble envisager cette possibilité. Il indique que Luten en parle comme si c'était déjà fait et que les paroles de Luten le déchirent, car elles lui rappellent douloureusement sa propre incapacité à se contenter comme les autres, de traiter les choses de l'amour nonchalamment, impossibilité même de jouir, et à considérer que faire l'amour peut être question de plaisir ou d'hygiène. Il indique ailleurs « Je rêve que je suis cocu, et c'est toujours une sorte de châtiment, punition de ne pas être un homme, de voyager très loin de tout amour, perdant mon temps à des occupations glacialement intellectuelles. Mieux vaudrait-il sans doute me balader comme une bonne brute qui tire son coup de temps en temps pour se distraire ou parisienne. » Vers la fin du voyage, l'entrée du 26 décembre 32 montre le désarroi de Léris face à ses aventures manquées et ses coïts manqués. Lors de cette même journée, Léris note l'idée d'un conte, dont le personnage principal est vraisemblablement un double de lui-même, représenté sous les traits d'un gentleman timide. Lors d'un dîner entre hommes, le personnage avoue en plaisantant que les questions sexuelles ne l'intéressent pas personnellement vu qu'il est impuissant. Dans la trame du conte, Léris indique que ce personnage passe pour homosexuel auprès de la plupart de ses camarades et certains disent de lui qu'il n'est pas un homme. À la fin du voyage, Léris est honteux de rentrer sans avoir couché avec aucune femme et de ne pas avoir expérimenté, je cite, « le mirage de la femme de couleur conçue, écrit-il, comme le contraire de tout ce qui peut exciter ses phobies chez la femme civilisée. » Le 28 décembre 32, il note qu'à son retour, il compte régler la question de son incapacité sexuelle pour enfin avoir la paix et indique, je cite, « Je rêve d'une paix merveilleuse après ma rentrée. Pour l'obtenir, une chose, coûte que coûte, doit être liquidée, l'attitude dramatique devant le coït. » On note le vocabulaire technique utilisé. On voit que Léris ne se perçoit ni comme héroïque, ni comme viril. Il ne se satisfait aucunement de son image d'intellectuel timide, maigrichon, efféminé. Il en conçoit un profond dégoût de soi et un grand désespoir d'être si mal assorti avec les standards de son époque. Il n'en est pas moins, toutefois, animé de désir de puissance parfois, de domination, de brutalité, comme le montrent les 2 citations suivantes. Réflexion en passant. Je suis le contraire d'un militaire, mais il me semble que j'aurais assez aimé être mercenaire ou chef de bande. Et plus loin,
J'ai une cravache, un tapis de sel, un nouveau harnais, désir d'être une brute, d'avoir par exemple une esclave, de courir à travers les pays. On comprend alors qu'il valorise malgré tout une forme de masculinité traditionnelle qui relève plus du conformisme que d'une posture décomplexée d'intellectuel ou d'artiste. Il écrit « Avec mon casque, ma chemise kaki, ma culotte de trappeur, je reste le même homme d'angoisse que certains considèrent comme un bon type, à la fois tranquille et pittoresque, une sorte de bourgeois artiste. » Ce souci de conformisme peut sembler paradoxal, puisque par ailleurs il dénigre plusieurs autres représentations classiques de l'imagerie masculine. Ni les aventuriers rencontrés, ni les scientifiques de la mission ne semblent trouver grâce à ses yeux. Je cite de nouveau, « J'ai horreur de ce monde d'esthètes, de moralistes et de sous-offres. Ni l'aventure coloniale, ni le dévouement à la science ne me réconcilieront avec l'une ou l'autre de ces catégories. » Ainsi, dans l'Afrique fantôme, en faisant le constat amer de son absence d'héroïsme et de virilité, Léris fait aveu de son impuissance. Il nous présente la figure d'un homme encore jeune, inquiet de sa fragilité et de sa faible aptitude à être un homme. Dans l'âge d'homme, en revanche, il évoque son enfance, sa jeunesse et l'apprentissage du devenir homme, ce faisant, tout en évoquant les difficultés de ce passage à l'âge adulte et la construction de son identité masculine, il entreprend alors de conquérir son statut d'homme en entrant en littérature comme dans une arène. Oui. Alors, nous l'annoncions en introduction, nous annoncions que la question de la virilité chez Léris trouvait des échos dans sa conception de l'engagement. Un texte resté célèbre et pour cause nous apparaît incontournable. Il nous semble en effet que de la littérature considérée comme une tauromachie propose une véritable politique de la littérature, c'est-à-dire une conception de la fonction esthétique et sociale des œuvres littéraires, qui implique aussi une conception du rôle et de la responsabilité de l'écrivain dans la cité, en raison de son art et de la singularité qui est la sienne. Marqué par une double amitié qui le lie à Bataille et Sartre séparément, Léris est écartelé, comme on peut se l'imaginer, entre les conceptions autonomes et hétéronomes de la littérature que représentent respectivement ses deux amis et qui divisent le champ littéraire à son époque. Léris trouve dans la conception sartrienne de l'engagement un motif d'héroïsme qui excite son ambition de virilité. Toutefois, il se sent aussi naturellement enclin à considérer, pour la 5 minutes, on va essayer, je vais m'efforcer. Je crois que je vais déborder un petit peu, mais je promets de faire tous les efforts. Je disais donc, toutefois, il se sent aussi naturellement enclin à considérer pour la littérature une vocation plus esthétisante que politisée. Bien que le genre de la confession préconisée ressortisse d'un dévoilement impudique de l'intimité ayant de quoi choquer la moralité publique. Alors, la confession constitue en effet pour Léris un genre idéal par lequel il lui paraît pouvoir réaliser son ambition virile, se tailler une place dans le monde des hommes en concevant pour son œuvre littéraire une fonction qui la justifie socialement et qui, par le fait même, le justifie lui aussi, Léris, aux yeux de ses contemporains. Avant son voyage en Afrique, en 1936, Léris écrivait se sentir incapable d'avoir quelque ambition ou passion que ce soit, ni notion de devoir. Dans ses notes, on retrouve cette phrase qui témoigne de son état d'esprit à l'époque. Je cite, toujours la même chose, je n'existe pas, je ne suis pas un homme, puisqu'il n'y a rien qui puisse me faire oublier que je dois mourir, et rien non plus pour l'amour ou le goût, de quoi je sois capable d'affronter la mort. Léris pâtit de son manque de vivacité qui l'empêche d'envisager pour lui-même le destin héroïque ou extraordinaire qu'il s'était imaginé réaliser lorsqu'il était enfant. Et là, je vous ramène à sa conférence devant le collège de sociologie, le sacré dans la vie quotidienne, où il évoque toutes sortes de signes pour lui marquants dans l'enfance. Et bref, il faut que je fasse vite. En 1938, Léris envisageait d'écrire un livre du type autobiographique, L'homme sans honneur. Il écrit point de départ, comment, à partir des journées de février 1934, qui sont des journées d'émeutes à Paris d'extrême droite, j'ai mesuré clairement à quel point la peur pouvait influer sur ma position idéologique. Alors, son expérience africaine et les événements de la Seconde Guerre mondiale semblent cependant avoir changé la donne. En 1946, dans de la littérature considérée comme une tauromachie, Léris affirme clairement sa volonté de se mettre en péril, de s'exposer au danger pour, je cite, compenser ma médiocrité. Mais à l'instar du torero dans l'arène, il veut, ce faisant, faire miroiter la qualité de son art. Donc, je rêvais corne de taureau. Je me résignais mal à n'être qu'un littérateur.
Le matador qui tire du danger couru occasion d'être plus brillant que jamais et montre toute la qualité de son style à l'instant qu'il est le plus menacé. Voilà ce qui m'émerveillait, voilà ce que je voulais être. Rappelons les grandes lignes directrices de l'ambition lyricienne. Faire un livre qui soit un acte, tel est en gros le but que je devais poursuivre, écrit-il. Agir, c'est être quelqu'un. C'est prendre sa place parmi les hommes, mieux qu'on vous la reconnaisse, c'est-à-dire la mériter. Cette volonté d'agir est triple, précise Léris. Je cite, acte par rapport à moi-même, acte par rapport à autrui, acte enfin sur le plan littéraire. Il s'agissait moins là de ce qu'il est convenu d'appeler littérature engagée que d'une littérature dans laquelle j'essayais de m'engager tout entier. Au-dedans comme au-dehors, attendant qu'elle me modifiât en m'aidant à prendre conscience. Une remarque, nous pensons que cette ambition énoncée d'auto-transformation demeure somme toute mitigée au regard de l'œuvre à suivre, et que la politique littéraire dont il détermine le programme idéologique en 1946 gagne à être comprise moins dans une logique de transformation que comme une justification à l'éthos incurable de l'écrivain, dont l'angoisse d'impuissance est sans doute le motif le plus constant et finalement le mobile le plus important également. Alors revenons à la conception tauromachique de l'écriture lyricienne. Alors, il faut bien comprendre que l'engagement de Léris est un engagement envers la forme, garante de l'effet recherché. En se dotant d'une règle d'authenticité, rejeter toute affabulation et n'admettre pour matériaux que des faits véridiques, rien que ces faits et tous ces faits, était la règle que je m'étais choisie. Par là, on voit que Léris pense pouvoir atteindre l'effet recherché, la catharsis. Ce que Léris appelle l'ultime propos découle d'un effet de sens du texte pris dans sa totalité et correspond à la productivité sociale valorisée par l'écrivain pour l'œuvre littéraire qui fonde sa politique. Alors, l'ultime propos de la littérature, d'après Léris, c'est la, je cite, recherche d'une plénitude vitale qui ne saurait s'obtenir avant une catharsis, une liquidation, dont l'activité littéraire, et particulièrement la littérature dite de confession, apparaît comme l'un des plus commodes instruments. Une règle s'impose, être vrai, je cite, être vrai pour avoir chance d'atteindre cette résonance si difficile à définir et que le mot authentique est fort loin d'avoir expliqué. Voilà ce à quoi je tendais. Ma conception quant à l'art d'écrire venait ici converger avec l'idée morale que j'avais quant à mon engagement dans l'écriture. Alors, l'engagement de Léris dans l'écriture implique, on le voit, une certaine conception de la puissance du langage poétique à communiquer une vérité qui lui seul est à même, le langage poétique, de prendre en charge. C'est la quête de cette puissance, on pourrait dire une puissance sémiotique, et l'ambition de la concrétiser qui anime Léris et qui lui permet donc de se justifier socialement et de faire de lui un homme parmi les hommes. Et il écrit très clairement, l'activité littéraire, dans ce qu'elle a de spécifique en tant que discipline de l'esprit, ne peut avoir d'autre justification que de mettre en lumière certaines choses pour soi en même temps qu'on les rend communicables à autrui. L'un des buts les plus hauts qui puisse être assigné à cette forme pure, j'entends la poésie, est de restituer au moyen des mots certains états intenses, concrètement éprouvés et devenus signifiants, d'être ainsi mis en mots. Il faut bien voir, et je conclue là-dessus, la double implication de l'engagement envers la vérité que valorise Léris. Pour répondre de cet engagement, Léris se doit d'exposer sa vie intime. Il se représente ainsi sous son jour le plus vulnérable et confesse son impuissance. Mais, érigeant cette exigence en politique, il définit pour lui-même et pour sa conception de la littérature une place et une fonction qui le justifient socialement, qui font de lui un homme d'influence, apte à déterminer les orientations du champ littéraire, sa moralité, sa production. Léris clôt en effet son essai de 1946 par une injonction à la vérité pour la parole de l'écrivain, exigence qui, écrit-il, découle de la nature même de son art. L'écrivain ne doit pas mésuser du langage, écrit-il encore, mais au contraire apporter des pièces à conviction au procès de notre actuel système de valeurs et peser de tout le poids dont il est si souvent oppressé dans le sens de l'affranchissement de tous les hommes, faute de quoi nul ne saurait parvenir à son affranchissement particulier. Alors, force nous est de constater que cet élan d'héroïsme qui anime finalement Léris et par lequel s'affirme sa virilité passe par l'autodétermination de l'écrivain dans le champ littéraire. Alors, cette posture trouvée fait de lui un être vulnérable et puissant
car telle est la logique de la comparution, condition sine qua non de la démocratie du champ dans lequel l'ERIS, en 1946, vient de s'installer durablement. Merci.